aujourd'hui, je vais parler un petit peu de... On va essayer de dépasser, on a eu un cours sur Twitter, maintenant on va voir un petit peu de maths et de philosophie. Mais on ne relèvera pas les copies. On va essayer de réfléchir ensemble en fait, à la problématique de ce que c'est que le développement, qui implique aussi forcément une dimension énergétique, une dimension humaine et aussi une dimension investissement des capitaux. Donc là, juste pour donner un petit focus, si on prend n'importe quelle surface dans l'océan Pacifique et qu'on regarde là où il y a des îles et qu'on prend cette même surface en Europe, on a 600 millions d'habitants d'un côté et on a moins d'1 million d'habitants de l'autre, avec un désert qui est l'eau. Ça, ce sont des faits qui sont, j'allais dire, têtus. C'est la réalité des choses. Et c'est là-dessus qu'il va falloir prendre en compte au niveau du développement. C'est la question, est-ce qu'on peut avoir le même développement quand on a un modèle où on a 600 millions de personnes et on a un modèle où on a moins d'1 million de personnes sur une géographie qui est différente? Krugman, qui est prix Nobel en 2008, nous répond déjà sur un territoire, même s'il n'y a pas d'eau, la répartition ne sera pas égale. Le développement ne sera pas égal. Les métropoles vont absorber l'innovation, les connaissances, etc. On ne peut pas avoir une égalité là-dessus. Donc la question, c'est de savoir, en fait, est-ce que le développement, on n'y met pas ce qu'on veut trouver? Ce n'est pas un jeu de bonneteau, quelque part. Pour comprendre, on va faire un petit parcours, c'est pour ça que je vous disais qu'on va faire des maths. On va regarder d'abord au niveau macro. Ça correspond à quoi le développement? Le développement, c'est la création de richesse. Là, c'est l'équation qu'il faut retenir. C'est la fonction de production d'un pays, dont vous avez les déterminants qui sont là, qu'on retrouve dans tous les croissances, les pays en croissance, y compris les pays qui sont aussi en développement. Étant le PIB, c'est-à-dire la richesse produite. On peut voir aussi que, par rapport à ce que disait mon prédécesseur, qu'en fait j'ai rajouté l'énergie dedans. C'est-à-dire que plus on va consommer de l'énergie et plus il va y avoir un PIB qui va augmenter. Alors le réglage, c'est justement le A. Le fameux A, c'est la productivité globale des facteurs, qui va permettre, grâce à l'innovation, de dire si c'est intensif ou extensif. C'est-à-dire que si on a besoin de beaucoup d'énergie pour avancer, ou si on en a de moins en moins besoin, et de l'utiliser intelligemment. C'est ça, en fait, l'enjeu de la Green IT. Et il y a une logique de marché. 600 millions d'habitants, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des rendements d'échelle, mais aussi des industries typiquement basées sur des rendements d'échelle. On a vu l'électricité, vous avez aussi les transports, vous avez aussi les télécoms. C'est ça qui est la clé de base, ce qu'on appelle, les Américains appellent la scalabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a une croissance exponentielle. On peut gagner très peu d'argent sur un énorme marché. Ça, c'est l'un des points capitaux pour comprendre le développement. Après, nos problèmes, je ne sais pas nos problèmes, mais les problèmes des îles dans le Pacifique. La deuxième chose, c'est au niveau micro. Là, on a vu au niveau macroéconomique. Au niveau microéconomique, c'est quoi le but? Le but, c'est de maximiser notre utilité, c'est-à-dire notre bonheur. C'est sous certaines contraintes. Bon, ça, c'est se résumer par ces deux équations. Et en fait, c'est quoi? C'est l'homo economicus. C'est sous cette base-là, ces hypothèses-là, qu'on a développé en fait les concepts de bonheur, c'est-à-dire de consommateur, d'utilitarisme. Là, je renvoie à la philosophie qu'il y a derrière. C'est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, c'est-à-dire c'est la philosophie de Jeremy Bentham qui est derrière, en fait, qui sous-tend en fait cette consommation, d'accord? Ce qui est vraiment bien, hein. Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, c'est ça qu'il y a derrière. Donc une philosophie, des pratiques, consuméristes, on est basiquement là-dessus, et surtout l'individu. C'est-à-dire qu'on base ça sur l'individualité. L'individualité, c'est quoi? Alors on voit peut-être pas en dessous avec la barre, mais en dessous, il y avait marqué aussi, j'arrive pas à le lire, c'est l'accumulation du capital. C'est-à-dire que notre bonheur, c'est d'accumuler des biens, et au niveau individuel. Alors, pour les îles, qu'est-ce qui se passe? Pour nos îles. Alors, c'est pas forcément la Calédonie, hein, je parle en général des îles du Pacifique. Qu'est-ce qu'on a comme problème? Au niveau macro, on a très peu de démographie. Donc, très peu de démographie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas, grosso modo, avoir à lever l'impôt
pour pouvoir investir dans des infrastructures, et pouvoir s'endetter sur un marché concurrentiel, sur le marché financier, pardon, pour pouvoir investir, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, on est complètement bloqué. C'est-à-dire que le capital doit venir de l'extérieur, le travail, la main-d'œuvre doit venir aussi de l'extérieur, et on ne sait pas quoi faire de l'énergie qui est disponible ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le marché qui va déterminer la fonction de la croissance, pas plus. Et c'est le problème de la scalabilité. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les croissances, elles ne sont pas arithmétiques. Hein. C'est les croissances exponentielles qu'on a. On le voit bien avec les startups. Elles cherchent la scalabilité. C'est-à-dire comment, avec très peu de capital, je peux gagner beaucoup d'argent puisque j'aurai plusieurs milliards de clients. Exemple, Google. C'est le modèle économique qu'il y a derrière, c'est ça. Ensuite, le problème, au niveau traditionnel, si on regarde la philosophie qu'il y a au niveau de la tradition, c'est basé sur une économie qui est de dons et de contre-dons. Là, je vous renvoie à Marcel Mauss, à Lennart ici, à Codrington. En fait, toutes les études des sociologues ou des ethnographes montrent en fait que l'économie de base, c'est les dons et les contre-dons. Hein, ça facilite une équilibre, mais pas au niveau individuel, au niveau du groupe. C'est là où est la clé de voûte aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, et là il y a un truc qui disparaît aussi, qu'on ne voit pas, qui est la circulation du capital, et pas l'accumulation du capital au niveau du groupe. Donc une philosophie complètement différente au départ, et au niveau du développement économique néoclassique occidental, on dira, il y a une rupture. C'est cette rupture-là. C'est-à-dire est-ce qu'on peut appliquer les mêmes modèles avec des choses qui ne sont pas les mêmes? Ni au niveau des marchés, ni au niveau de la philosophie de base. Et là, je reviens à la question de Simon Wickott. Au niveau des traditions, le but, au niveau traditionnel, c'est pas de s'enrichir, c'est de faire circuler la richesse. Deux conceptions différentes. Donc, ça veut dire que les modèles, ils sont disjoints. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours avoir injecté du capital tant qu'on voudra. On ne pourra pas, au niveau des îles, je ne parle pas de au niveau de la Calédonie, hein, je parle au niveau des îles, puisqu'on a d'autres richesses, pouvoir développer sur des modèles européens, sur des modèles occidentaux. Donc l'idée, c'est changer de paradigme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre un nouveau mode de lecture, de réflexion, et de se dire, en fait, utiliser l'organisation qu'il y a au départ, traditionnelle, c'est-à-dire plutôt fondée sur le groupe que sur l'individu, plutôt reconnaître quels sont les savoirs, les connaissances, qui ne sont pas des connaissances du monde froid des idées, comme dirait un philosophe, mais au niveau des savoirs traditionnels, voire des savoir-faire, et des ressources locales. Mais là, vous avez bien vu que de ce désert bleu qui est marqué, qui caractérise les îles, l'idée d'avoir des TIC, c'est là où on a une opportunité. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser pour avoir un développement qui est cohérent, en cohésion. C'est-à-dire de passer d'une position purement de consommateur, où finalement on va acheter, on va consommer, on va importer des choses, on va utiliser les TIC comme des consommateurs. Là, ce que vous avez, les 3/4 des devices que vous avez, c'est uniquement pour consommer, vous ne pouvez pas créer dessus. C'est ça qui pose le problème. Au niveau des îles, je parle, encore une fois, je ne parle pas au niveau de la Calédonie. Il n'y a pas de travail dans les petites îles, les savoirs ne sont pas exploités, l'individualité n'est pas un modèle, encore une fois, et on n'a pas de marché. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faut essayer de passer à une vision de producteur-exportateur. C'est-à-dire que c'est aux îles de dire les matériaux locaux, il faut les exploiter. L'éthique, il faut les utiliser comme des outils de production, non pas de consommation. C'est-à-dire qu'une tablette, ça ne sert pas à produire, mais ça sert à consommer. Il faut que je trouve les devices qui vont me permettre de pouvoir produire. Et là, on va reparler des Fab Labs après. C'est à partir de ça qu'on peut enclencher une dynamique de production. L'offre de travail, elle doit être locale, elle n'est pas délocalisable. Et les savoir-faire locaux, il faut les valoriser. Toujours dans un mode, alors on appelle ça coopératif ou de groupe, via un marché qui est ouvert à tous, c'est le marché du web. Donc voilà. Alors, c'est quoi? L'idée, c'est de proposer un Handcraft Lab. Handcraft Lab, c'est quoi? C'est issu du... C'est à la fois, à la place de dire, il y a des gens qui rentrent, on met des imprimantes 3D, on met des fraises numériques, etc. On dit, on va prendre des gens qui ont un savoir. Mais ce savoir, il n'est pas valorisé dans l'économie de marché. Comment est-ce qu'on va pouvoir transformer un savoir traditionnel en un produit qui peut être utilisé et qui peut être, entre guillemets, éthique?
L'idée, c'est d'essayer justement de réunir ces communautés de pratiques et de savoir traditionnels avec un animateur. L'animateur, c'est la position clé pour un Handcraft Lab. C'est ce rôle-là. On va en revenir après dessus. L'idée aussi, c'est d'avoir un lieu, comme un petit laboratoire, pour pouvoir réunir des gens, parce que les gens, on a beau avoir les TIC en virtuel, réunir des gens, il y a quand même autre chose qui se produit. Pour essayer de concevoir justement certains produits. L'idée, c'est d'utiliser encore les matériaux locaux, et toujours aussi avec l'idée que les TIC vont nous apporter d'autres choses, peut-être à d'autres connaissances, sur d'autres îles qui ont d'autres savoirs, qui ont d'autres savoir-faire, qui peuvent nous apporter d'autres choses pour croître en connaissances. C'est inspiré du Fab Lab, mais ce n'est pas la même philosophie. Et enfin, c'est ce qu'on pourrait dire, pour ce que c'est un Handcraft Lab, on a déjà repiqué un peu le mot là-dessus, parce qu'en fait, c'est un laboratoire artisanal, mais où les artisans ont une réelle compétence et connaissance. Donc c'est de faire partir de ça pour essayer de progresser vers peut-être un développement économique traditionnel, c'est-à-dire une individualité qui va porter une entreprise, ou alors une coopérative qui peut porter aussi une entreprise coopérative. Donc voilà, l'idée base, les savoir-faire sont valorisables dans une économie de marché, sans pourtant avoir le marché et des matériaux importés. Comment ça marche? Identifier une communauté, gérer les ressources, les outils nécessaires, créer, repenser les objets en favorisant l'innovation, avoir un animateur, animer la communauté autour de la fabrication. Comment est-ce qu'on peut optimiser les process? C'est la boucle d'amélioration PDAC qu'on va mettre à la disposition des communautés pour qu'elles puissent en fait favoriser le développement de leurs objets, mais par rapport toujours à une vision des besoins du marché. Et là, il faut qu'il y ait une boucle vertueuse pour dire en quoi on peut améliorer, quels sont les besoins. On va passer de l'objet folklorique à l'objet fonctionnel. Est-ce qu'on n'a pas besoin? Par exemple, vous avez des choses qui sont avec du plastique, etc. Est-ce qu'on ne peut pas transformer le plastique en, par exemple, des feuilles de cocotier, etc. Ça va être basique, hein. C'est ça l'idée. C'est comment est-ce qu'on peut transformer des choses qui sont importées, consommées, avec quelque chose qui n'est pas importé, produit localement. Et après, l'idée, c'est de se dire, est-ce que là, on peut générer du business, grosso modo? Le challenge, il a commencé le projet, il a commencé il y a longtemps. On a essayé de faire une petite tour. Localement, on n'a pas trouvé vraiment d'accroche. Et en fait, on a trouvé une accroche très récemment. C'est sur l'association de femmes à Futuna. Alors, Futuna, c'est loin. Mais typiquement, c'est une problématique qui se pose. Et là, on est en train d'expérimenter ça avec un animateur qui est de là-bas, et qui va lui porter, en fait, qui va être le go-between entre la tradition et l'économie de marché, ce qui va faire du marketing et être dans la boucle vertueuse. Voilà, donc j'ai été assez court, il y a plus de renseignements sur le handcraftlab.org, et on essaiera aussi de faire appel aussi aux dons, voire au crowdfunding, pour pouvoir développer ce genre de projet un petit peu partout. Là, c'est un projet pilote, donc qui est soutenu par la Caisse des dépôts, par l'ADI, et puis aussi par l'Assemblée territoriale, qu'on espère démarrer fin de l'année. Voilà, je vous remercie.